Bonsoir. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Quelle est notre histoire? Comment avancer en connaissant notre histoire? Celles ont été les premières questions qu'il s'est posées. Lui, c'est Michael Joron. Comment allez-vous? Bonsoir, ça va. Vous savez désormais qui vous êtes et d'où vous venez. Oui, tout à fait. Et vous avez envie de transmettre cela aux autres générations et même à une génération avant vous. Tout à fait. C'est le lien qu'on a de la transmission. Mafia Créole est sa dernière œuvre, mais avec lui, on va parler de dessins animés, on va parler aussi de ses autres œuvres. Bienvenue à vous, bienvenue à Afro Night. Merci beaucoup. Le marronnage, qu'est-ce que c'est? Le marronnage, c'est lorsque vous prenez la responsabilité de votre liberté. Lorsque vous décidez de penser par vous-même, de vivre par vous-même et de sauver votre vie, tout simplement, de casser les chaînes qui vous entravaient. Et c'était ça. Échapper à son maître. Échapper à son maître esclavagiste, partir dans nos montagnes, c'est-à-dire déjà à La Réunion, on a des reliefs propices au marronnage, et pouvoir vivre libre, mais ce qui inclut aussi des responsabilités par rapport à soi et par rapport aux siens. Et puis, cela requiert une organisation de taille. Et dans ce combat, dans cette fuite, dans cette échappée, dans cette organisation, les femmes ont joué un rôle important. On regarde l'histoire de l'une d'entre elles. Sarlave et La Verdure étaient tous les deux d'origine malgache. La Verdure était surnommé le roi des rois parmi les marrons, de par son envergure, de par son charisme et de par aussi sa réputation, même auprès des colons. Sarlave est resté fidèle à La Verdure lors de tous les combats. Sarlave était reconnue comme étant une grande guerrière. Alors, il faut savoir que les femmes marrons étaient des cibles privilégiées des chasseurs de marrons, des soldats et des milices, parce qu'elles subissaient la torture et étaient mises sous pression pour révéler l'emplacement des camps marrons, des royaumes et de grands rois marrons aussi, parce que la tête des rois marrons était tous mise à prix par la royauté française. Et donc, il faut savoir que beaucoup de choses reposaient sur la fidélité des femmes marrons, que l'Empire même reposait sur leur fidélité, et certaines mouraient sans rien dire, sous la torture. Donc il faut rendre hommage à ces femmes-là. Et il faut rendre hommage aussi à la reine Sarlave, qui n'était pas que la femme du roi La Verdure, qui était aussi une grande guerrière. Grande guerrière, qui est aussi l'incarnation de ces femmes qui ont lutté. Il n'y avait pas que les hommes qui luttaient. Non, ben, s'il n'y avait pas la femme c'était le socle même de l'Empire marron chez nous. C'est la femme qu'on ciblait, que les chasseurs de marrons, la milice, ce qu'on appelait à l'époque la milice créole, ciblait, et quand ils essayaient d'attraper nos grands rois. Espérant qu'elle les avoue. Tout à fait, mais en tuant l'enfant ils torturaient les enfants, ils torturaient la femme elle-même pour qu'elle avoue l'emplacement de ces rois dont la tête était mise à prix. En tout cas, ça a été une histoire pénible. Comment vous la vivez aujourd'hui? Aujourd'hui, j'essaie de prendre cette histoire de résistance de manière positive. C'est-à-dire, je maxe sur la positivité de cette résistance. Et c'est ce que je transmets aux collégiens, aux lycéens, aux enfants. C'est-à-dire que si eux ont pu résister à tous ces sévices, vous pouvez résister, par exemple, à un examen ou aux épreuves de la vie. À 13 ans, vous vous rendez en Afrique du Sud, au pays de Nelson Mandela, et vous rencontrez la jeunesse de l'ANC. Ça a eu un impact sur vous? Sur la démarche que vous entreprenez aujourd'hui? Tout à fait. Mon référent dans la jeunesse ANC, c'était Melvin. D'ailleurs, s'il voit l'émission un jour, ben, je le salue. Et j'avais 13 ans et mon père était chrétien. Il est toujours, moi je ne le suis pas. Et il m'a emmené à l'église, forcément. Mais c'était une église ANC, sans le savoir. Ouais. Et donc du coup on était là, donc c'était un peu comme dans les films américains, là, gospel et tout ça. Et c'est la première fois où je vois des portraits de Marcus Garvey. Et Malcolm X, Martin Luther King, je connaissais, parce que c'est dans la culture générale, populaire. Mais c'est la première fois où j'ai vraiment cette sensation de me dire, ah ouais, c'est quelque chose quand même. C'est quelque chose quand même. Et puis en 2005, en France, qu'est-ce qui vous fait rentrer dans le monde associatif? Alors c'est l'envie d'aider.
J'ai toujours eu Tout cette simplement. envie d'aider, l'envie de faire bouger un peu les choses. Donc on faisait des soirées principalement, on ramassait l'argent, on faisait on avait envie d'aider, faire vivre un Venir en peu, aide aux autres. voilà, faire vivre un peu le domaine culturel et social aussi. Mais avant, il y avait T-Bang. Où Ouais. était-il alors? C'est mon surnom au quartier. Comme vous pouvez le voir, je suis costaud. Ça veut dire petit mais costaud en créole. Oui. Pour ça, j'ai reçu ce surnom parce que j'étais très agité, j'étais petit, j'étais costaud. Le T-Bang, on m'appelait. Et donc. Et puis vous aviez un parcours d'artiste aussi. Voilà, dû à ma famille, parce que voilà, dans ma famille, il y a eu de grandes victoires musicales comme avec Baster ou San Sava, des noms de la Réunion qui sont venus jouer un peu partout dans le monde. Ouais. Et donc j'ai fait un parcours d'artiste. Mon père aussi, c'était un artiste, c'était un militant, un activiste communiste et un artiste. Toute ma famille a toujours été activiste, de toute façon. Activiste et artiste. Voilà, Là, on va exactement. vous retrouver. On va retrouver votre parcours d'artiste avant de revenir à ce Tout à fait. parcours de transmetteur sur une chanson qui m'a plu, qui est aussi engagée et qui est en hommage aux femmes, à celles qui résistent. Ouais. Ça s'appelle Assez. Mon charrette la pocoche à virer. Mon cagnotte pas sorti va couler. Même si n'a pile pour nous dossier. Les créoles il faut nous dire assez. Soleil midi, train de chauffe mon tête. Le chien commandé a bouffé lèvres mon bébé. Il calcule mis les faibles, que mis sa pète dans la tête. Oui, mis sort dans le ghetto, mais calcule pas mis les bêtes. Il veut des courages à moi comme les allumettes. Il aime pas comme il réfléchit, comme il défend mon couleur. Rentre fait la zone, mon dos, un moment faut l'y arrêter. Il fait juste une manière pour remplir mon petit assiette. Mon charrette la pocoche à virer. Mon cagnotte pas sorti va couler. Même si n'a pile pour nous dossier. Les créoles il faut nous dire assez. Mon corps écrasé, mon compte est vidé. Mais rod la cale le sang avec un femme rien classe. Mon figuier dans le miroir, toute la zone est dans l'habitation. Ma la pour casse mon rein si la terre t'a pas moins. Vous avez pour la pour chier à moi. Mon patron il doit à moi. Explique à moi que ça nous fait là. Pourquoi il n'a encore la scène? Pourquoi mon ville en graine? J'arrête la pocoche à virer. Mon cagnotte pas sorti va couler. Merci beaucoup. Ça, c'était la période artistique. Elle continue. Elle continue. Ce parcours, Il continue. En fait, il faut savoir que c'est quelque chose. Pour moi, je suis passé à tout ce qui est réalisation maintenant, production. Je produis moi-même mes bandes son originales, par exemple, pour mes films d'animation et tout ça. On va en voir quelques-uns Voilà, tout à l'heure. ça continue Mais les là-dedans. chansons, et la chanson n'était pas assez suffisante pour transmettre. Non, Non, ça suffisait pas. C'est une période de ma vie. Vous savez, quand vous arrivez à 30 ans, vous avez envie d'autre chose. C'est bon, de 20 à 30 ans, on a fait un peu la bringue et tout ça. Et à 30 ans, on a Mais là, il n'y a besoin pas de... que la bringue. Hein. Voilà, Le il y a message pas... est... Voilà, il y a le aussi... message. Il y a la conscience dans le message. Voilà, il y a la conscience, mais on a envie d'avoir beaucoup plus de comment dire, d'assises dans ce qu'on fait. On a envie de faire des choses. Bon, attention, hein, la chanson, ça dure. Mais on a envie de faire des choses à l'écrit aussi. On dit que les écrits restent. Les écrits Donc, restent. Et vous avez bien raison. Au-delà d'écrire, vous dessinez et vous réalisez ces ces clips de dessins animés. On va commencer par connaître l'histoire du roi Pharaons. Maman, vous connaissez l'histoire du roi Pharaons? Pharaons, des ancêtres rois marrons, ils vivent dans une caverne Grand Bénard, là-bas dans les hauts. Grand Moun dit qu'il était en libération. Mais quand il était descendu dans les bas, il était fait peur à mon esclavagistes. Le roi Baal était son dallon. C'est le roi Baal, la fait rentrer Pharaons dans le conseil le roi marron, dans les hauts là-bas, après la mort le roi Pitré. Alors Mamaï, oublie pas ton ancêtre. Michael Joran, c'était quoi un roi à cette période?
Un roi à cette période, il avait ce nom de par sa force. On obtenait le pouvoir par la force. Ah, c'est le plus fort. Et c'était le plus fort, celui qui savait rassembler. Tout comme mon ancêtre Régnier Rivoni à Madagascar. La sagesse seule ne suffisait pas. Il fallait de la sagesse. C'est pour ça en plus de la force. Voilà, parce que c'est pour ça que je prends l'exemple de mon ancêtre Régnier Rivoni à Madagascar. Il est devenu roi tout simplement par la force, mais il avait aussi de la sagesse. Maintenant, pour revenir à la Réunion, prenons le roi Pitré, c'était un grand sage parmi les marrons, et il était dans sa carapace de tortue. Il siégeait dans la carapace de tortue, il était très respecté parce que c'était un grand sage, c'était le plus vieux des marrons. Il est mort à 96 ans. 96 ans, il a eu. Quelques faits d'armes de ce roi. Alors, c'était un roi axé sur l'agriculture et aussi la logistique des marrons, c'est-à-dire déjà pouvoir se couvrir avec la peau de cabri, comme on dit, parce qu'il fait froid dans les montagnes réunionnaises, et pouvoir organiser, pas nécessairement tout le temps des expéditions punitives, parce qu'il fallait gérer les représailles et tout ça. Et voilà, c'était le roi qui avait le plus de marrons sous ses ordres, il avait 1000 guerriers. On va voir maintenant et entendre l'histoire de la reine Simangavol. Voilà. Dans le temps longtemps, la Réunion, quand bateaux esclaves t'arrivent d'ici la place, mauvais affaire t'arrive de monde, parce que de monde t'es vendent de monde, n'avait point respect, n'avait rien que l'injustice. Mais dans la montagne, le roi Pitré t'éveille son royaume. Il n'avait un dallon. T'es le roi en chien. Le roi là t'es vivre avec son reine Eva. Ils en avaient 8 filles. Naen t'y appelle Simangavol. Il a marié avec le roi Matouté. Un bouc fort même, te fait peur de mon mauvais. Zot te vivent 3 salades d'un caverne transformé en cimetière. Ben n'avait pas peur, zot. Simangavol avec son C à Marianne, te le décèle reine, te participe conseil le roi marron dans la montagne. Alors Mamaï, oublie pas ton ancêtre. Alors, Mamaï, n'oublie pas ton ancêtre. J'aime bien ça. Ça devient comme un jingle, comme quelque chose qu'on ne pourra pas oublier. Où s'est situé leur royaume? C'était les endroits qu'ils occupaient lors de ces escapades? Oui, tout à fait. La grotte des 3 Salas, c'était une grotte funéraire, en fait. Les marrons y allaient pour les funérailles des leurs. Et les gardiens, c'était Simangavol et son mari Matouté. Simangavol était d'origine malgache et Matouté d'origine mozambicaine. Parce qu'il faut savoir... Les esclavagistes n'osaient pas y aller? Non, ils ne pouvaient pas y aller. C'était trop haut. D'ailleurs, même à un moment, la sœur de Simangavol, pour empêcher les esclavagistes de monter, elle tendait des pièges aux soldats avec des pics en fer enterrés sous la terre. Mais même que ça, c'était trop ardu. Et les soldats eux-mêmes se faisaient transpercer les pieds. Donc c'est là qu'ils ont décidé de se mettre des semelles en fer. Et à côté des rois et à côté des reines, il y avait aussi de grands sorciers. Grand sorcier. On va voir l'histoire d'un sorcier qui, lui, a réglé ses problèmes autrement, avec les plantes. Exactement. Dans le temps marronnaise, il y avait un roi sorcier marron dans le fond rivière des Galets. Il était grand sorcier, le roi Bal. Ma fatite est cause Exanar, le bon Dieu dans les ancêtres marrons. Son femme était le reine Ryan. Bon, peu de fois, ma fatite est en désaccord avec le roi Jamparé. C'est ma fatite, la tchie grand-mère Cal, avec la mazie bonne plante. Alors, Mamaï, oublie pas ton ancêtre. Ils avaient conservé leurs croyances et certains pouvoirs et certaines techniques aussi. Ils avaient tout ça avec eux. Le roi Mafati, par exemple, c'est lui qui entraînait les marrons. Il y a ce qu'on appelle dans notre art martial le moringue. On va en parler tout à l'heure. Il y a la technique du chat marron que le roi Mafati a appris. Vous marchez sur la pointe des pieds, vous marchez en zigzag pour tromper les chasseurs
quand ils vous cherchent, c'était des techniques, c'est encore Pour éviter de laisser des empreintes. Voilà, vous marchez sur les orteils, et c'est des techniques même presque en corrélation avec les ninjas de l'époque. Hein. Ouais. C'est une synchronicité avec les ninjas de l'époque qui eux-mêmes avaient appris cette technique-là pour marcher sur le. Vous voyez, c'est le parquet japonais qui. Parce que vous savez, c'est relié. Ouais. Voilà, je sais pas si on appelle. C'est pas un futon, mais je sais plus comment on l'appelle. Les grands tapis japonais qu'on pose dans les maisons, parce que c'est relié. On sent quand quelqu'un marche dessus, en fait. Ouais. Et les ninjas avaient appris ça. Et en fait, c'est marrant de voir cette corrélation-là à la même époque. Et puis, il y a, vous en parlez tout à l'heure, il y a cette forme de résistance à travers le moringue, qui est une technique Tout à d'art fait. martial. Tout à fait. Moringue, c'est l'art martial réunionnais. Vous pouvez aller à terre, comme vous pouvez aller debout. Un tacon technique dans là. Talons hirondelles pour la liberté de nos ancêtres et de notre peuple. Le bourran pour la résistance contre l'esclavagisme et l'oppression. Le coup de pied malgache. Nende, il appelle à lui aussi talon malgache. Ou bien soit talon sauvage. Zambek pour la malice. Quand ils jouaient moringue, parce que pour gagner red debout, faut les malins. Dans le temps longtemps, où il y avait 5 ceintures roses dans moringue. Un bouc Saint-Denis, un Femme Saint-Louis, un bouc au port, avec des autres Sainte-Suzanne Saint-Benoît. Moringue, c'est aussi la musique, avec le rouleur, le bob, le fer blanc, le caillom, le piquet, avec le sati. Alors, mamai, oublie pas ton za alors. C'est un trésor que vous conservez jalousement à La Réunion. Hein. C'est un peu... Ouais, c'est la tradition. Comme Ouais. on est loin, on a pu... vous savez, on est isolé, hein, on est entouré d'eau, donc il y a des choses qui se préservent mieux. Ça n'a pas été altéré par la modernité. Et il y a des choses qui sont là depuis des siècles et qu'on pratique comme cela depuis des siècles. Et c'est une fierté, et puis c'est de la transmission, c'est de l'éducation. C'est un art pour garder la forme ou c'est vraiment un art de résistance? C'est vraiment un art de résistance, mais aussi pour garder la forme, si on veut, mais vraiment un art pour méditer. Parce qu'aujourd'hui, le moringue, c'est devenu vraiment un moyen de ne pas sombrer pour beaucoup de personnes dans ces difficultés qu'on a, notamment durant la crise Covid. Beaucoup de personnes perdent leur travail, finissent en chômage partiel, et ça nous permet de nous recentrer sur nous-mêmes. Ouais. Le moringue. Et puis, à côté de tout ça, il y a des têtes, des cerveaux. Ouais. On va voir l'histoire de Edmond Albus, le scientifique noir. En 1829, dans une plantation esclavagiste de Sainte-Suzanne, naquit un des plus grands scientifiques noirs de la Réunion, Edmond Albus. Malheureusement, très tôt, la vie en captivité fut si cruelle que le petit Edmond perdit sa mère. Suite à ce tragique événement, il fut acheté par Féréol Bélier-Beaumont, qui l'initia à l'horticulture et à la botanique. À la grande surprise du colon, Edmond démontrait une intelligence hors du commun. En 1841, alors qu'il n'a que 12 ans, il fut le premier au monde à découvrir le procédé de pollinisation de la vanille. Ce fut une révolution scientifique et financière qui permit d'enrichir considérablement les planteurs du monde entier et surtout de la Réunion. Cette dernière devint le premier producteur mondial de la vanille et le berceau d'un nouveau savoir-faire. Malheureusement, la paternité de la découverte par Edmond fut contestée par les esclavagistes et les colons racistes de l'époque. Ces derniers ne supportant pas qu'un enfant noir afrodescendant, qui plus est esclave, soit doté d'une intelligence aussi hors norme. Ce fut le cas du menteur Jean-Michel Claude Richard. Le botaniste traîna injustement le jeune Edmond devant le tribunal, en prétextant lui avoir appris la technique de pollinisation, alors même que les deux ne se connaissaient pas. Malgré tout, le jeune Edmond fut vigoureusement défendu par Féréol Bélier-Beaumont, le naturaliste Eugène Folcy-Focard et Messière de Lepervenche. Néanmoins, la société coloniale raciste continua à dénigrer Edmond Albus. Même après 1848, Edmond n'eut jamais de son vivant la reconnaissance et l'argent qui lui étaient dus. Il alla de petits boulots de cuisinier dans le train longtemps à des petits larcins pour survivre au sein d'une société coloniale et raciste. Il mourut dans la misère en 1880 et même après sa mort en 1910, les journaux coloniaux continuèrent à insulter sa mémoire. Ce n'est qu'en 1980, sous l'impulsion de l'historien Prosper Ebb, qu'il eut la reconnaissance qui lui était due.
Aujourd'hui, des statues sont érigées en son honneur et des écoles portent son nom. Vous devez être fier de cette histoire pour lui, même si la reconnaissance est venue beaucoup plus tard. Moi, cet ancêtre-là, il a touché mon cœur parce que, vous savez, est-ce que ça traduit quoi? Ça traduit que malgré toutes ces pensées archaïques, hein, parce que pour nous c'est archaïque aujourd'hui, hein, cette hiérarchisation complètement fausse des races, il a subi ça. C'est-à-dire il a créé la fortune de tas de gens dans le monde et il a eu sa reconnaissance qu'après sa mort. Là, il a fini. Grâce à lui aujourd'hui, on a la vanille. Voilà, on a la vanille, il y a des grandes fortunes qui se sont construites. Et c'est grâce à lui. C'est lui qui a trouvé ces techniques-là. D'accord. Et puis, il y a aussi cette fraternité Dada Cause CAF, qui ensuite va devenir l'association Leaders of Africa. Quels sont les objectifs de cette association? De base, comme on est originaire du Mozambique, on voulait recréer le lien culturel avec le Mozambique, notamment avec le Frélimo, le parti communiste là-bas, parce qu'on a toujours eu un lien avec eux. La plupart des Noirs à l'époque à La Réunion étaient communistes, et donc on voulait recréer ce lien-là, notamment pour honorer la mémoire de Samora Machel, qui est un grand combattant pour la liberté au Mozambique, qui a été beaucoup embêté par Ronald Reagan et les racistes d'Afrique du Sud, et qui a même vu son palais présidentiel bombardé et qui est même mort de manière suspecte. L'enquête n'est pas fermée, n'est pas finie. Et donc, ces contacts, on a eu carrément contact avec certains membres de sa famille. On a établi des ponts culturels, mais aussi quelques ponts économiques aussi, notamment dans le tissu, pour développer le capolana. Tissu à La Réunion, tissu mozambicain, et c'était très important pour nous de renouer les liens avec nos pays d'origine. Et c'est ce que vous faites bien à travers justement cette association Leaders of Africa. Kamal, anecdote illustrée du mysticisme réunionnais, mémoire endémique de la réunion des esprits. Voici un livre dont vous êtes aujourd'hui fier, un livre qui vous a permis de rentrer dans ce qu'on appelle dans le sacre du milieu. Aujourd'hui, vous êtes reconnu par la bibliothèque du Congrès américain. Ouais. Qu'est-ce que vous avez éprouvé? De la fierté déjà, mais de la surprise. Quand j'écris le livre, je ne m'attends pas à ce que ça arrive là-bas. Quand j'écris le livre, je me dis, vous savez, je dors à 3h du mat quand j'écris ce livre-là pour bien faire le livre, pour mettre les dessins et tout ça, vous voyez. Moi, dans ma tête, je me dis, je vais faire quelque chose pour les gamins. Comme ça, demain, ils ont quelque chose, ils vont, vous voyez, pour apprendre. Voilà, pour apprendre. Un repère. Après, on verra où ça ira. Peut-être à 50 ans, j'aurai une petite reconnaissance. Je me disais ça. Mais je pose ça là, comme dit la jeunesse. Ouais. Mais j'ai bien posé apparemment. Vous l'avez bien posé, voilà, ça c'est sûr. Et j'aimerais rendre hommage à un de mes grands, qui est Jérémy Maradas Nado, champion de taekwondo en France, qui est un des leaders des Black Dragons aussi, qui m'a poussé en faisant la promotion des livres. Et plein d'autres aussi qui m'ont aidé à faire la promotion, lui principalement parce que comme il était déjà philosophe urbain, reconnu philosophe urbain au Congrès américain, donc ça a permis mon livre, les gens du Congrès américain le suivaient. Donc voilà, ça a permis au livre d'arriver là-bas. Et cette bibliothèque, elle date de 1800. Exactement, et être là-bas aux côtés de grands écrivains, ben écoutez, qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux quand on est écrivain? Voilà, justement. Mafia Créole, c'est votre dernière œuvre littéraire. De quoi traite cette œuvre? Cette œuvre parle de la corruption endémique politique dans les îles, qui est liée aussi aux gangs. Parce qu'il faut le savoir, dû à la promiscuité, dû à l'insularité, on se fréquente tous. Et donc, quelque part, on a souvent des affaires liées au fait que certains politiciens sont carrément affiliés à des membres de gangs. Et là, vous me ramenez à la Jamaïque, qui est une autre île aussi. Voilà, s'inspirer. La Jamaïque, on va dire, c'est l'inspiration de toutes les îles, de toutes les autres îles. Le mode de fonctionnement politique, mais il y en a aussi partout, en Haïti, partout. Vos dessins animés, vos œuvres, où est-ce qu'on peut les avoir? À la FNAC,
ou sur Amazon. Et les dessins animés, c'est sur YouTube. J'ai laissé la liberté de diffusion. Bien sûr, la bande-son est protégée à la SACEM et tout ça. Donc voilà, ceux qui veulent diffuser, ils peuvent, à condition, bon voilà, petit mot à la SACEM et tout ira bien. Voilà. Merci beaucoup, Mickaël Joran, d'être venu partager ce moment avec nous. Merci à vous. J'ai été vraiment ravi et c'est avec beaucoup de plaisir que nous avons préparé cette émission. On a appris pas mal de choses en votre compagnie. Et cadeau pour vous, juste une petite chanson. Faite par des jeunes de Tanzanie, une chanson très émouvante, mais une chanson qui inspire l'espoir, car c'est ce que vous prenez aussi, l'espoir des lendemains meilleurs. On les écoute. Le réalisateur m'assure qu'il va vous offrir la suite à la sortie de ce studio. Super. Compte tenu du temps qui nous est imparti, nous sommes bien obligés de quitter les téléspectateurs et de les laisser à la suite des programmes de Télé Sud. Sachez que cette émission a été réalisée par Sabir Gaïb. À ses côtés, il y avait Lucie John, Alexandra et Edouard Volker nous ont aidés à la préparation de cette émission que nous avons goupillée en compagnie de Charles Serrito. Mickaël Joran, merci beaucoup, bon séjour parisien et merci pour cette transmission et désormais nous ferons attention à toutes vos œuvres. 3 livres et plusieurs dessins animés relatifs à l'histoire de certains esclaves et de certains marrons de l'île de la Réunion. Bonsoir à tous, portez-vous bien et à demain.